Bien, donc les zoonoses sont des maladies qui concernent les animaux qui sont vertébrés et qui peuvent être transmises à l'homme. Ça, c'est la définition des zoonoses. Alors, parmi ces zoonoses, il y a des échinococoses. Alors ça, c'est les items correspondant à vos objectifs pour le programme. Donc, les risques liés à l'eau, à l'alimentation. Zoonoses, pathologie infectieuse chez les migrants, voyage en pays tropical, conseil avant le départ, pathologie du retour, éosinophilie, et hépatomégalie et masse abdominale. Donc vous avez un certain nombre de documents qui peuvent être utiles pour compléter ce cours. Notamment, il y a un polycopier national qui est fait par les enseignants de parasitologie, mycologie. Vous voyez là, il y a des éditions régulières. Parasitose et mycose des régions tempérées et tropicales, 3e édition. Et il y a aussi des dossiers cliniques et des QCM dans ce document. Puis vous avez un CD-ROM, toujours édité par l'association des enseignants de parasitologie, mycologie, où vous avez des images des différents parasites et champignons. Donc on commence par les échinococoses. Les échinococoses sont des parasitoses qui sont dues à des variétés d'Echinococcus. La particularité, c'est que ça infecte l'homme et ça reste chez l'homme à l'état larvaire. Donc ce sont des pathologies cosmopolites. On va d'abord parler de celle qui est la plus répandue et qui est due à l'espèce granulosus. Donc c'est Echinococcus granulosus. Le nom de cette échinococose, c'est l'idatidose. On peut la rencontrer partout dans le monde, donc elle est cosmopolite. Et elle est liée, en fait, à l'élevage intensif de moutons. Et on va la rencontrer plus particulièrement dans les régions d'élevage et plus souvent, notamment chez nous, en Méditerranée ou dans les pays du Sud et les pays asiatiques. Chez l'homme, ça va se manifester le plus souvent par une localisation du parasite au niveau hépatique. Ça, c'est la première des localisations, sachant qu'il y a d'autres localisations qui peuvent aussi se voir, notamment pulmonaires, osseuses. La gravité de cette pathologie, c'est la rupture du kyste qui peut être à l'origine d'un choc anaphylactique qui peut être mortel. Et quand le kyste se rompt, s'il n'y a pas de choc anaphylactique, il y a d'autres kystes qui peuvent se développer à partir du kyste initial qui a été rompu. C'est le phénomène de dissémination. Dans le cycle de ce Echinococcus granulosus, vous avez un hôte définitif qui est le chien. Et le chien est souvent associé à l'élevage, notamment dans les troupeaux de moutons, où vous avez souvent des chiens qui aident les bergers. Donc le cycle fait intervenir le chien, et chez le chien, il y a le parasite sous sa forme adulte. C'est un petit ténia qui fait quelques millimètres, qui est dans l'intestin du chien. Le chien émet les œufs du ténia dans ses déjections. Si celles-ci sont ingérées par les moutons, à ce moment-là, à partir de l'œuf, va se développer une forme larvaire qui va se localiser au niveau du foie du mouton. Ça va donner des kystes. Et si ces kystes sont donnés ou sont ingérés par le chien, à partir de ces formes larvaires kystiques, il va y avoir développement du ténia dans l'intestin du chien et le cycle est bouclé. Donc vous voyez que ce cycle fait intervenir le chien comme hôte définitif et le mouton comme hôte intermédiaire. L'homme est un hôte accidentel et si l'homme s'infecte en mangeant des aliments qui ont été souillés par les déjections du chien ou en ingérant des déjections du chien par des mains qui auraient été souillées par les déjections du chien, à ce moment-là, c'est comme le mouton, il n'y a que la forme larvaire qui va se développer chez l'homme et le plus souvent au niveau du foie. Donc là, vous voyez que cette pathologie qui est cosmopolite est largement répandue dans le monde, mais on va la retrouver plus particulièrement dans les régions d'élevage. Et là aussi,
il y a des recommandations en France. Je veux dire que les viscères des moutons, notamment les foies, sont incinérés pour couper en fait ce cycle entre le chien et les abats du mouton. Donc ça, c'est ce qui explique qu'il y a des régions où il y en a moins que d'autres parce qu'on a ces recommandations d'abattage qui n'existent pas partout. Donc, la forme larvaire parasitaire qu'on retrouve chez l'homme, vous voyez les fréquences des localisations est essentiellement hépatique dans les 2/3 des cas. Après, ça peut être pulmonaire. En fait, quand ça passe le filtre hépatique, après, il y a le filtre pulmonaire. Et une fois que le filtre pulmonaire est aussi franchi, là, on peut retrouver partout, dans le péritoine, dans le rein, dans la rate, dans les muscles, dans le cœur et même dans l'os. Donc ça, c'était Echinococcus granulosus hydatidose. Il y a une autre échinococose qu'on appelle l'échinococose alvéolaire, qui est due à l'espèce Multilocularis, et elle est localisée à l'hémisphère nord. Sa présence est due à la présence du renard, et dans une certaine mesure aussi du chien, mais c'est dans les forêts. Et en France, elle est surtout présente dans l'est de la France et en Europe de l'Est, en sachant qu'il y a une progression de la maladie vers l'ouest. Comme l'échinococcus précédent, granulosus, la localisation du parasite sous sa forme larvaire va être au niveau hépatique. Mais là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que précédemment, on avait un kyste, c'est-à-dire qu'une formation bien délimitée, ronde, avec du liquide à l'intérieur. Et là, ça va donner en fait une formation mal limitée qui va envahir le foie et qui va ressembler en fait à une atteinte cancéreuse, avec une évolution tout à fait comparable au cancer. Donc l'échinococcus multilocularis, l'échinococose alvéolaire, vous voyez le renard, et le renard va disséminer dans son environnement, comme tout à l'heure le chien, les œufs du ténia dans l'environnement, et notamment il va souiller les fraises des bois, les myrtilles, et donc les personnes qui vont aller cueillir ces baies dans la forêt de l'est de la France, il peut y avoir un risque à ce moment-là de contamination par Echinococcus multilocularis. Donc le cycle, c'est comme tout à l'heure, mais là vous voyez que le mouton est remplacé par des rongeurs, puisqu'on est dans un milieu plutôt de forêt, alors que tout à l'heure, on était dans un milieu d'élevage avec la complication de l'atteinte hépatique qui est beaucoup plus sévère que dans la forme tout à l'heure. Là, ce n'est pas un risque d'anaphylaxie, c'est un risque de progression et de métastase, parce que cette forme-là peut donner donc à partir de la forme pulmonaire des localisations cérébrales ou autres. Donc, l'échinococose, en Europe, elle est plutôt à l'est de la France mais elle progresse. Et vous voyez ici l'échinococose alvéolaire qui, depuis 82-89 sur la première carte de France, se déplace vers l'ouest et maintenant ça devient une préoccupation qui n'est pas localisée uniquement à l'est de la France. Sinon, dans le monde, c'est plutôt quand même donc l'hémisphère nord. Donc, comment fait-on le diagnostic de ces deux parasitoses, échinococoses? Alors, quand on a la pièce qui est hépatique, si on a une biopsie hépatique, on peut voir la forme larvaire et qui est identifiable parce que on identifie à l'intérieur de cette forme parasitaire des crochets qui sont très
qui sont caractéristiques en fait de ce parasite, parce que ce ténia en fait a une tête qui se fixe dans l'intestin du chien ou du renard par des crochets, et la forme larvaire présente ces crochets. Bon, ça c'est quand on fait une biopsie, notamment pour l'échinococose alvéolaire. On ne fait pas de biopsie pour la forme hydatique, puisque vous savez que le contenu est très antigénique et peut être à l'origine de choc anaphylactique. Donc on verrait les crochets si on retire le kyste hydatique dans sa totalité et qu'on examine son contenu. Il y a une sérologie qui existe, je vous montrerai comment on le fait, et puis si nécessaire, on peut sérotyper les espèces. Donc là, vous voyez ici le crochet tel qu'on peut le voir dans les formes larvaires. Là, c'est le crochet au fort grossissement, et ici, au plus faible grossissement, vous voyez ici une couronne de crochets, et on peut donc à l'examen à NAPAT voir des images caractéristiques. Alors la sérologie, rechercher donc des anticorps dirigés contre ces Echinococcus, ça peut se faire par Western blot, c'est ce qui illustre cette diapositive. Donc vous voyez qu'il y a des bandelettes sur lesquelles ont été fixées des protéines spécifiques de l'une ou de l'autre espèce, et en fonction des bandes qui vont être fixées, c'est-à-dire des anticorps présents dans le sérum qui vont reconnaître plus spécifiquement des protéines d'une ou de l'autre espèce. Donc ici, vous avez Echinococcus multilocularis et ici Echinococcus granulosus. Donc on peut voir des bandes spécifiques, et en fonction de la bande P1 ou P2, c'est Echinococcus granulosus. Si c'est P3, c'est Echinococcus multilocularis. Et si c'est P4 ou P5, qui sont des protéines communes, là, on ne peut pas trancher. Il faudra faire d'autres examens, notamment éventuellement moléculaires. Comment va-t-on prendre en charge, d'un point de vue thérapeutique, ces parasitoses? Pour l'idatidose, il faut retirer ce kyste qui contient en fait des substances antigéniques susceptibles d'être déversées dans le péritoine, parce que le plus souvent c'est au niveau du foie, et donc d'être à l'origine d'un choc anaphylactique. Donc il faut retirer le kyste. Il y a des techniques d'aspiration du liquide et avec injection d'un produit qui va stériliser le kyste. Mais il ne faut pas les ponctionner simplement, puisque là, il y a un risque en fait de contamination, de dissémination. Ça, c'est pour le kyste hydatique. Pour l'échinococose alvéolaire, il faut opérer, mais c'est beaucoup plus compliqué, parce que autant pour le kyste hydatique, c'est bien individualisé, autant c'est difficile pour l'échinococose alvéolaire, surtout si elle est évoluée. Donc là, c'est plus un traitement qui ressemble à un traitement d'un cancer du foie, avec une exérèse quand elle est possible, et parfois la seule solution, ça sera une transplantation hépatique. Donc vous voyez que les sanctions ne sont pas du tout du même ordre. Il existe des molécules qui sont actives contre les échinocoques. Il y a un anthelmintique qui s'appelle l'albendazole. Alors l'albendazole, en fait, on va le donner surtout quand le kyste, il y a un risque en fait lors de l'opération chirurgicale qu'on le fissure ou qu'on l'abîme. Donc on peut donner le traitement avant et après, et puis pour les kystes inopérables. Et ça sera donc un adjuvant, mais le traitement véritable, c'est de base, c'est la chirurgie. Alors comment on peut lutter contre ces parasitoses? Pour le kyste hydatique, où il y a l'élevage et les moutons avec le chien, c'est évident, comme je vous le disais, c'est que si les chiens n'ont pas accès au foie des moutons quand ils sont abattus, à ce moment-là, le cycle ne peut pas se poursuivre. Donc il faut exiger que les moutons soient abattus dans des abattoirs et que les viscères soient incinérés. On peut aussi
régulièrement vermifuger les chiens, si on a les moyens de le faire. Et puis, il y a les chiens qui ne sont pas des chiens de berger, mais qui sont dans la nature. Et ces chiens-là, en fait, il faut les abattre pour éviter, en fait, la dissémination de cette... Donc ça, c'est les prophylaxies de santé publique, prophylaxie collective. Après, à un niveau individuel, comment on fait pour se prémunir de la maladie? Donc, quand le chien est infecté, dans ces déjections, il y a donc les œufs qui peuvent être transmis, et il peut avoir ça sur son pelage. Donc, les enfants qui caressent les chiens peuvent souiller leurs mains avec les déjections du chien, et après, quand ils s'alimentent, ils ingèrent. Donc ça, c'est le péril fécal, entre guillemets, du chien. Mais pour lutter contre le péril fécal, en se lavant les mains avant de manger, on prend déjà des mesures de prophylaxie qui sont efficaces. Donc c'est la première chose, se laver les mains. Deuxièmement, les œufs qui souillent les aliments, s'il y a une cuisson de ces aliments, il va y avoir une destruction des œufs. Donc c'est aussi la cuisson, et puis alors bon, éviter de caresser les chiens. Ça, c'est pour l'idatidose. Pour la forme multilocularis, c'est dans un autre biotope, puisque là, c'est des renards et c'est plus dans la forêt. Donc là, bon, il peut y avoir des campagnes d'abattage des renards, mais enfin bon, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, on peut toujours dire aux personnes qui vont chercher des baies ou des champignons dans la forêt qu'ils ont intérêt à bien les nettoyer ou bien faire cuire les produits qu'ils vont chercher dans la forêt où il y a des renards, et surtout si c'est dans l'est de la France. Alors là, quelques cas cliniques. Le cas clinique numéro 1, donc c'est un patient qui a des douleurs de l'hypocondre droit. Et donc, vous voyez que on lui fait une radio de thorax et on voit qu'il y a une surélévation de la coupole diaphragmatique qui correspond en fait à l'augmentation du volume hépatique. Et en complément, pour voir quelle est l'origine de cette hépatomégalie, on demande une échographie abdominale, et sur l'échographie abdominale, vous voyez cette masse sombre qui correspond à un kyste hydatique. Donc c'est une formation liquidienne arrondie qui peut avoir différents aspects. Et d'ailleurs, le diagnostic peut être porté par l'échographiste, et en fonction de la taille et du kyste, il y a une classification pour laquelle il y a certains traitements qui seront plus recommandés que d'autres. Le scanner peut être utilisé, mais enfin, il n'est pas nécessaire de recourir à cet examen si l'échographie a déjà fait le diagnostic. Mais ici, c'est pour vous montrer qu'à l'intérieur du kyste, vous avez une membrane qui est très caractéristique. On peut voir de temps en temps des membranes. Donc là, on va dire directement que c'est un kyste hydatique. Donc le kyste hydatique, à l'intérieur, il y a un liquide qui est eau de roche. Et dans ce liquide, en fait, dans la paroi du kyste, il y a des membranes. Et à partir de ces membranes, il y a des bourgeonnements, comme vous voyez ici. Et à partir de ces bourgeonnements, il y a plein de petites vésicules qui vont se former. Et chaque petite vésicule est susceptible de donner elle-même un autre kyste. Alors, quand on voit tous ces petits grains au microscope, on appelle ça le sable hydatique. Et vous comprenez bien que si le liquide du kyste se répand dans le péritoine, chaque micro-vésicule, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, peut donner elle-même un kyste. Alors, le kyste hydatique, il évolue lentement. En général, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour qu'il ait un volume, un diamètre de 10 ou 20 cm. Ce n'est pas quelque chose qui se développe très rapidement. Et en fonction de sa localisation au niveau du foie, il va être plus ou moins symptomatique. S'il comprime les voies biliaires, il y aura un ictère.
il y aura peut-être des douleurs d'angiocolite ou des choses comme ça. Donc là, il y aura une symptomatologie, mais en fonction de sa localisation, il peut passer inaperçu. Deuxième cas clinique, toujours quelqu'un qui a des douleurs de l'hypocondre droit, mais là il a de la fièvre, de l'urticaire, et à la numération, il y a une augmentation des éosinophiles. Donc là, ce tableau-là peut correspondre à une complication du kyste hydatique, c'est-à-dire que le kyste hydatique s'est fissuré, et à ce moment-là, il y a une réaction de l'organisme, réaction allergique, urticaire, augmentation des éosinophiles et fièvre. Donc dans ces situations-là, il faut rapidement intervenir pour retirer le kyste et éviter qu'il y ait un maximum de liquide qui se dissémine et qu'il y ait une forme disséminée. Et donc là, on va mettre tout de suite sous albendazole et adresser le patient au chirurgien. Donc vous voyez que l'idatidose disséminée, ça va donner une multitude de kystes et ça sera beaucoup plus difficile à traiter qu'un kyste unique qui est présent au départ. Donc l'idatidose doit se traiter préventivement pour éviter un traumatisme qui romprait le kyste avec l'anaphylaxie et après se retrouver avec plein de kystes dans le péritoine. Alors une forme particulière, c'est la localisation osseuse. Donc dans le tableau, vous avez vu que c'est moins de 1% des cas, donc c'est assez rare. Mais ce qui est particulier, c'est que quand la forme larvaire, le kyste, se développe au niveau de l'os, il n'a pas la structure qu'il a dans le foie. C'est-à-dire que ce n'est pas arrondi avec des membranes bien individualisées. En fait, là, il est dans l'os et il n'y a pas vraiment de frontière entre l'os sain et l'os parasité. Dans le foie, il y a un rond avec le liquide, qu'on retire le kyste, pas de problème. Là, c'est compliqué. Alors pourquoi on vous parle d'idatidose disséminée? Parce qu'à Cochin, il y a des grands services d'orthopédie et que de temps en temps, on est confronté à ce type de situation qui est très difficile à prendre en charge parce que l'intervention chirurgicale, on essaie d'être le plus conservateur possible, mais on ne sait pas exactement si on sait arrêter juste à la limite de progression du parasite. Donc c'est assez compliqué. Autant c'est simple d'opérer un kyste hépatique, autant c'est compliqué d'opérer un kyste osseux. Un autre cas clinique, de la fièvre, des douleurs de l'hypocondre droit, de l'urticaire, de l'eosinophilie, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, perturbation des enzymes hépatiques, et puis vous allez voir, échographie scanner, lésion hépatique hétérogène. Donc vous voyez, il y a 1, 2, 3 lésions qui n'ont pas le même aspect à l'échographie. Donc vous voyez ici qu'il y en a même au scanner, vous voyez qu'il y en a un peu partout, au niveau du foie et au niveau paravertébral ou autre. Donc quel diagnostic évoquez-vous? Donc là c'est un QCM. A, cancer et métastase hépatique. B, amibiase hépatique. C, dystomatose. D, hydatidose. E, échinococose. Alors, échinococose, c'est sous-entendu alvéolaire. Donc, en fait, ce qu'il faut évoquer, c'est le cancer, parce que vous avez des lésions qui sont différentes, et ça peut être des métastases hépatiques. L'amibiase hépatique, ça donne un abcès. Donc là, ce n'est pas du tout l'image d'un abcès que vous avez vu à l'échographie. La dystomatose, on va en parler juste après, et ça peut donner des images comme ça hétérogènes au niveau du foie. L'hydatidose, non, parce que l'amibiase et l'hydatidose, ce sont des kystes ou des abcès. Donc à l'échographie, on voit quelque chose qui a un contenu liquidien. Là, ce n'est pas le cas. Et bien entendu, il faut évoquer une échinococose alvéolaire. Donc c'était les 3 diagnostics qui peuvent être suspectés uniquement sur l'iconographie. Donc l'échinococose alvéolaire, vous voyez ici, vous avez un foie et à l'intérieur, c'est
cette zone jaune, c'est la zone qui est parasitée, avec quelque chose qui est mal limité, un peu en pain de mie, et qui est donc totalement différente du Chistidatique. Donc ça, c'était la première partie du cours concernant les échinococoses. Maintenant, on va aborder la deuxième partie du cours qui concerne les distomatoses. Donc les distomatoses, bon, voilà les items sur lesquels vous pouvez raccorder ce cours. Bon, ça, vous les verrez sur le truc. Alors, le plan que j'ai adopté, c'est d'abord vous parler de la classification, de l'anatomie, puisque distomatose, ça vient justement de l'anatomie de ce ver. Il y a un cycle qui est général qui concernera toutes les distomatoses. Puis après, on parlera en fonction de la localisation des distomatoses hépatiques, intestinales, pulmonaires, et après, il y aura un schéma récapitulatif. Donc, on est en train de parler de parasitoses qui sont dues à des vers. Donc, on parle d'helminthiase. Donc, les helminthes, ils se divisent en deux embranchements. Ceux qui sont dits némathelminthes et qui vont concerner les nématodes, et puis ceux qu'on appelle plathelminthes qui concernent des vers plats. D'un côté, vous avez des vers ronds. Alors, les vers ronds, c'est l'ascaris, c'est l'anguillule, l'ankylostome. Et puis, vous avez des vers plats comme le ténia et les douves. Donc, dans les plathelminthes, il y en a qui sont segmentés, et comme les cestodes, donc c'est le ténia. Et puis, vous en avez qui sont non segmentés, dont font partie les douves, avec des sexes séparés ou pas. Donc, ce qui est important, c'est déjà de savoir que ces parasites appartiennent à des helminthes, puisque en termes de prise en charge thérapeutique, les médicaments qu'il faudra utiliser devront être dirigés contre les helminthes. Et puis, il y en a qui sont efficaces plus sur les plathelminthes que sur les némathelminthes. Alors, pourquoi on parle de douves? Donc, ici, vous avez le schéma de Fasciola hepatica, qui est la grande douve, qui est celle qu'on trouve chez nous. Et en fait, c'est parce que ce parasite, ce ver plat, a à son extrémité, ici, à la fois une ventouse près de la bouche et une ventouse ventrale. Donc, au départ, on a dit que c'était un ver qui avait deux bouches, donc distomatose. Donc, ce que vous voyez, c'est que ce ver est plat. En ce qui concerne Fasciola hepatica, c'est un ver qui est hermaphrodite, qui a donc à la fois des organes génitaux masculins, des testicules, et féminins de l'utérus. Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir qu'il est hermaphrodite? Ça veut dire que si vous n'avez qu'un seul individu qui s'est développé dans votre organisme, vous pouvez quand même avoir émission d'œufs qu'on va rechercher dans les selles pour faire le diagnostic. Quand vous avez des individus à sexe séparé, si l'organisme qui se développe, c'est que des femelles ou que des mâles, c'est plus difficile d'avoir des œufs dans les selles. Donc, ça fait partie des zoonoses, c'est le cours d'aujourd'hui. La taille de ces douves, elle est variable. Elle peut aller de quelques millimètres à quelques centimètres. Elles sont hermaphrodites. Et puis, la localisation chez l'homme, c'est ce qu'on va voir, elle est elle peut être hépatique, intestinale ou pulmonaire. Alors, pourquoi ça va donner une symptomatologie chez l'homme? Parce que ce sont des organismes qui ne sont pas adaptés à l'homme. À la fois, mécaniquement, ça va donner une irritation, des inflammations. Ça peut produire des substances toxiques et ça peut aussi parfois consommer des molécules qui seraient utiles à l'homme, donc c'est spoliatrice. Alors là, on va voir le cycle qui est commun aux douves. Alors, les douves, déjà, ça nécessite un milieu aquatique. C'est pour ça que le fond est bleu. Donc, on va partir d'un œuf de douve. Cet œuf de douve, il va éclore et il va libérer quelque chose qui ressemble un peu à une paramécie qu'on appelle le miracidium.
Donc ça, c'est la première forme parasitaire qui sort de l'œuf. Et ce Miracidium, il va pénétrer un mollusque aquatique, puisqu'on est dans l'eau, et qui va varier suivant le type de douve à laquelle on a affaire. Donc, dans le mollusque, le parasite se multiplie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, il y a une polyembryonie. Et puis, quand il sera bien multiplié, le mollusque va mourir et va libérer plein de formes parasitaires qu'on appelle des cercaires. Donc les cercaires, ça ressemble un peu à des spermatozoïdes, c'est dans l'eau, et là, ça va aller soit s'enquister sur un crustacé d'eau douce, soit sur un poisson d'eau douce, soit sur des végétaux d'eau douce. D'accord ? Et c'est ça qui est la forme de contamination. Donc, quand l'homme ingère, ou l'animal ingère ces formes enquistées, qu'on appelle des métacercaires, à partir de ces métacercaires, chez l'homme ou chez l'animal, la douve va se développer. Et une fois qu'elle s'est développée chez l'individu qu'elle a parasité, elle va émettre des œufs, et pour peu qu'ils atterrissent dans un milieu aquatique, le cycle va pouvoir se poursuivre et se perpétuer. Donc, on va commencer par la localisation hépatique des douves, qu'on appelle hépatobiliaires. Il y en a plusieurs. Alors, bon, là, je vous en avais mis 3, mais finalement, j'en ai supprimé une parce que je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de dire trop de choses. Donc, il y a la douve géante qui est Fasciola gigantica, mais on va voir que c'est tout à fait proche de la douve qui est chez nous, qu'on appelle Fasciola hepatica, qui est la grande douve. Et puis, il y a une petite douve, Dicrocelium dentitricum, que j'ai supprimée parce qu'il n'y a quasiment pas de cas, et ce n'est pas la peine, à mon avis, de surcharger avec cette petite douve. Donc, j'avais oublié de la supprimer ici, par contre, j'ai supprimé la diapositive. Donc ça, c'est douve hépatique. Le principal, c'est la grande douve, Fasciola hepatica. Après, il y a d'autres douves qu'on va rencontrer essentiellement en Asie, qu'on appelle des clonorchioses et des opistorchioses. Et ça, c'est des douves dans le cycle desquelles intervient essentiellement des félidés, des chats et compagnie. Et puis, il y a aussi la douve de Chine. Donc ça, c'est les dystomatoses hépatobiliaires. Donc, il faut retenir qu'il y a la grande douve et puis qu'il y a des douves asiatiques. Alors, Fasciola hepatica. Fasciola hepatica, elle est quand même assez grande puisqu'elle fait entre 1,5 cm et 3 cm. Et comment l'homme se contamine? Eh bien, se contaminer, parce qu'il y a beaucoup moins de cas maintenant, parce que le cresson, donc, qui est une plante semi-aquatique, qui est souvent utilisée dans les restaurants pour décorer les plats, puis aussi les salades de cresson, les soupes de cresson. Le cresson, en France, est extrêmement contrôlé, et ce que l'on vous propose en restauration, c'est du cresson industriel. Donc, le seul moyen de se contaminer, donc il y a beaucoup moins de cas, mais ça existe, c'est de manger bio et d'aller chercher son cresson dans la prairie, etc. Donc là, en plus, si vous dites c'est sympa, il y a des vaches un peu plus loin. Bon. Donc là, c'est pas mal pour éventuellement avoir des métacercaires sur votre cresson. Donc le cresson, c'est la plante emblématique de contamination de la grande douve, mais il faut savoir que le cresson n'est pas que la seule plante qui peut pousser à côté ou en bordure de milieux aquatiques d'eau douce. Il y a le pissenlit et la mâche. Une fois qu'on a été infecté par Fasciola hepatica, après avoir mangé sa mâche ou son cresson, il y a une première phase, en fait, qu'on appelle la phase d'invasion, où à partir des métacercaires, il y a les formes larvaires qui vont se développer jusqu'à donner les adultes. Et là, cette phase de migration larvaire, elle est très symptomatique. La personne a de la fièvre et elle a des douleurs, vont apparaître des douleurs de l'hypocondre droit.
avec des myalgies et plus ou moins des réactions allergiques à type d'urticaire. Donc là, c'est localisé au foie, au niveau des voies biliaires, avec une mauvaise tolérance générale aux parasites. Et puis, une fois que les douves sont dans le foie, dans les voies biliaires, il y a la phase d'état, plusieurs semaines après, où là, il peut y avoir vraiment des douleurs biliaires avec infection. C'est ce qu'on appelle une angiocolite chronique avec de l'ictère, donc c'est une obstruction des voies biliaires, et puis des douleurs hépatiques. Enfin, les douleurs hépatiques n'existent pas, c'est des douleurs en fait biliaires, ce qu'on appelle des coliques hépatiques, avec donc cholécystite, angiocolite, tout ça, c'est des mêmes termes pour dire qu'on a mal au niveau de la vésicule biliaire, et quand il y a une angiocolite, c'est qu'il y a une infection. Sinon, ces douleurs simples, c'est des cholécystites. Donc, comment fait-on le diagnostic? Le diagnostic, si on fait une prise de sang, on va voir qu'il y a une augmentation très importante des éosinophiles, et en plus, le patient, au départ, il a de la fièvre. Donc, ça fait partie des diagnostics à évoquer lorsqu'on a une hyperéosinophilie fébrile. À ce moment-là, suivant la phase, si c'est au début de l'infection, évidemment, le parasite n'est pas suffisamment mature pour émettre des œufs. Donc, rechercher les œufs dans les selles, ça sera négatif. Par contre, si on recherche des anticorps, ça sera positif. Donc, précocement, le diagnostic sera basé sur augmentation des éosinophiles avec une sérologie positive. Si l'atteinte est plus ancienne, à ce moment-là, l'examen de sel qui sera demandé peut être positif. Donc ça, c'est les examens biologiques. On doit demander aussi, puisque la personne a mal au niveau de l'hypocondre droit, on peut demander, bien entendu, une échographie ou un scanner. Et là, on peut voir au niveau des voies biliaires des images hétérogènes qui peuvent correspondre aux douves, qui peuvent faire entre 1,5 cm et 3 cm. Comment va-t-on traiter cette parasitose? Actuellement, le meilleur traitement qui soit disponible, c'est le triclabendazole. Et il faut le prendre en une prise au cours d'un repas. C'est un médicament au départ qui était vétérinaire parce que je vous ai dit que l'homme, enfin comme pour l'idatidose, l'homme est un hôte accidentel. Je crois que j'ai le cycle juste après. En fait, le cycle fait intervenir les moutons, en fait les ruminants, qui vont manger les végétaux semi-aquatiques qui contiennent les métacercaires. Et l'homme est un hôte accidentel. Donc au départ, c'était un problème pour les éleveurs. C'est pour ça qu'il y a des médicaments qui se sont développés pour traiter le bétail, et notamment le triclabendazole. Et puis finalement, on l'a utilisé aussi chez l'homme parce que c'était efficace. Donc les douves se localisent au niveau du foie. Et puis dans le cycle, il faut, comme toujours, que les œufs qui sont émis dans les selles soient dans un milieu aquatique pour éclore et aller pénétrer le mollusque qui s'appelle la limnée dans le cas de la grande douve. Les formes parasitaires qui se fixent sur les végétaux, les métacercaires, donc là vous avez au microscope, vous les voyez là, c'est des formes assez résistantes. Donc c'est difficile de les retirer en nettoyant son cresson. Il vaut mieux le manger à ce moment-là, le faire bouillir, enfin sous forme de soupe, mais pas cru. Donc voilà Fasciola hepatica. Donc vous voyez quand même que bon, donc ça ressemble Fasciola parce que ça ressemble à une feuille, et hepatica évidemment parce qu'elle est localisée au niveau du foie. Donc ici vous avez le mollusque qui est indispensable aussi, qui s'appelle limnée. Et puis vous avez dans les selles, quand on voit des œufs, ils sont caractéristiques parce qu'ils ont à un sommet un petit opercule qui permet aux biologistes de dire qu'il s'agit bien d'un œuf de douve. Donc là, vous voyez l'opercule qui s'est un peu fragmenté. Et puis dans les voies biliaires, vous avez ici la douve
Et la douve, en fait, quand on regarde la paroi de la douve au fort grossissement, vous voyez qu'il y a des épines. Donc ça donne vraiment une irritation des voies biliaires qui explique les douleurs et qui explique aussi qu'il puisse y avoir des surinfections, donc complications par angiocolite. Il y a une douve tout à fait similaire à Fasciola hepatica, mais beaucoup plus grande, qui existe en Afrique. Elle s'appelle Fasciola gigantica. Donc le cycle, la symptomatologie, le traitement, c'est pareil. Bon. Et puis il y avait la petite douve qui est en fait où l'homme s'infecte en avalant une fourmi. Bon, mais ça je l'ai retiré parce qu'on ne voit quasiment aucun cas en France. C'est vraiment anecdotique, c'est plus pour... Bon. Donc voilà pour les dystomatoses hépatiques classiques, disons autochtones, c'est Fasciola hepatica. Bon, exotique, il y a gigantica qui est la même chose. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des douves en Asie. Il y a Opistorchis, qui est le genre de douve qu'on rencontre en Asie, avec deux espèces, Sinensis et Viverini, et qui sont largement répandues en Chine, au Laos, au Vietnam, en Thaïlande, etc. Et là, la contamination se fait non par essentiellement des poissons d'eau douce, donc des poissons rouges, des tanches, des carpes, des gardons. Donc la symptomatologie, là encore, c'est une symptomatologie due à la localisation biliaire. Les douves sont beaucoup plus petites, mais elles peuvent être beaucoup plus nombreuses. Et là, il y a une particularité, c'est que la chronicité de ces douves et les molécules qu'elles doivent sécréter font que ça peut se traduire au niveau hépatique par l'apparition d'une cirrhose, voire d'un cancer des voies biliaires qui est un chondriocarcinome. Donc c'est beaucoup plus grave que la douve chez nous, puisque les complications sont plus importantes au niveau des complications hépatiques. Le diagnostic va reposer, comme toutes les parasitoses dues à des vers, on recherche une augmentation des éosinophiles qui sera d'autant plus prononcée que le parasite est non adapté à l'homme. Et ça, c'est des parasites dus avec un réservoir animal et pas spécialement humain. Si nous, en France, on fait une sérologie, comme nous, on utilise des antigènes de Fasciola hepatica, ce n'est pas forcément très fiable. Par contre, si on fait des examens de sel, comme les gens sont extrêmement infectés, on trouve souvent facilement des œufs. Le traitement de ces douves asiatiques, il est différent de celui de Fasciola hepatica. Le médicament qui est utilisé, alors je ne vous ai pas mis la DCI. La DCI du biltricide, c'est le praziquantel que vous retrouvez pour traiter les bilharzioses. C'est pour ça que c'est un nom commercial, c'était biltricide. Au départ, c'était pour traiter les bilharzioses et on s'est rendu compte que c'était efficace pour traiter aussi les dystomatoses exotiques hépatiques. Donc, vous voyez que ça soit Clonorchis, Sinensis ou Opistorchis, le cycle est comparable et puis vous avez toujours ces aspects un peu particuliers des œufs avec un petit clapet. Donc le cycle, il y a toujours ce mollusque d'eau douce, mais là, c'est les poissons qui vont être porteurs des formes infectieuses et après, ça se localise au niveau des vésicules et les contaminations sont souvent massives. Le cycle fait intervenir les félidés, voire aussi les canidés. Donc on a vu les dystomatoses hépatiques, Fasciola hepatica, gigantica, et puis là on a vu les dystomatoses asiatiques hépatiques. Les dystomatoses intestinales, donc là c'est exotique, on va les retrouver en Asie et en Afrique. Il y en a une qui s'appelle Fasciolopsis busci, et la contamination va se faire par consommation de végétaux aquatiques que sont des châtaignes d'eau. Alors ça, c'est
les populations locales aiment bien ces végétaux, Trappa natans. Et sinon, il y a, comme tout à l'heure, la consommation de poissons d'eau douce avec donc une localisation intestinale qui va se traduire par des troubles digestifs variés, notamment des diarrhées. Le diagnostic va être fait par l'examen parasitologique des selles. Et là, cette fois-ci, vous avez la DCI du biltricide, qui est le praziquantel. Hein, c'est là aussi, c'est le praziquantel qui sera efficace. Donc voilà Fasciolopsis busci. On voit pas très bien l'opercule sur l'œuf. Et puis, pour terminer, les dystomatoses pulmonaires. Donc les dystomatoses pulmonaires, le genre c'est Paragonimus, il y a plusieurs espèces. Il y a Western Mani en Asie, Africanus en Afrique. La contamination va être par des crustacés d'eau douce, des crabes, des crevettes. Là, il va y avoir des hémoptysies. Donc en Afrique, quelqu'un qui a des hémoptysies avec des troubles respiratoires pulmonaires, on pense à quel diagnostic ? La tuberculose, donc c'est un diagnostic différentiel. Si on fait une prise de sang, il va y avoir une augmentation des éosinophiles, mais qui n'est pas très élevée. La sérologie, il faut avoir, c'est plutôt sur place que ça peut être intéressant. Par contre, ce qu'il faut, c'est examiner les crachats pour rechercher des œufs et dans les selles, parce que le patient peut déglutir ses crachats et donc on retrouvera les œufs aussi dans les selles. Là, il y a plusieurs traitements qui peuvent être utiles. Retenez éventuellement le praziquantel, mais avec un A, pas Q-E-N-T-E-L, comme là, j'ai fait une faute d'orthographe sur le praziquantel. Donc, c'est toujours le même principe. Simplement, là, vous voyez que le réservoir, c'est les porcs, les félins. Donc, c'est maintenu dans l'environnement par des réservoirs animaux. On est dans des zoonoses et l'homme est un hôte accidentel. Donc là, vous voyez très bien sur l'œuf le clapet là, qui manque ici, et puis les localisations. Donc pour terminer, dans les dernières minutes qui nous restent, je vais faire un schéma récapitulatif de toutes les douves. Donc là, vous avez un individu adulte. Et puis, il peut avoir une localisation de douve au niveau du cerveau, notamment en ce qui consiste, s'il est parasité par la douve pulmonaire, par Paragonimus. Ça peut arriver. Sinon, il peut y avoir une localisation, évidemment au poumon, parce qu'on l'a vu par Paragonimus, on descend. La vésicule biliaire, on a vu qu'il y avait Fasciola, Opistorchis, Clonorchis. Et puis l'intestin, on a vu Fasciolopsis, Heterophies et Metagominus. Donc vous voyez les différents niveaux d'atteinte parasitaire au niveau des organes chez un individu parasité. Donc où va-t-on rechercher les œufs ? On peut rechercher les œufs de toutes les douves dans les selles. Parce que je vous ai dit que même la douve pulmonaire, on peut déglutir. Et puis donc ces œufs, il faut qu'il soit émis dans un milieu aquatique, qu'il y ait le bon escargot pour qu'il y ait la polyembryonie, et ensuite ça va soit se fixer sur des plantes aquatiques, comme Fasciola hepatica avec le cresson ou la mâche ou les pissenlits, les poissons, et les crabes et les écrevisses. Et voilà, donc le cycle est bouclé. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur... Ah oui, non, il faut quand même un peu de pudeur. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce cours.